Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. Aujourd'hui, je vous parle d'un soldat québécois trop longtemps oublié par l'histoire canadienne. Il se fait surnommer le fantôme borgne et parfois même le Rambo québécois. Il est le seul dans l'histoire, du moins à ce que l'on sache, ayant libéré à lui seul une ville de l'occupation ennemie. Il est aussi le seul à avoir reçu la Distinguished Conduct Medal dans 2 guerres différentes. Ce personnage est extraordinaire et il a accompli l'improbable. Son nom est Léo Major. Restez là. Notre histoire d'aujourd'hui débute le 23 janvier 1921 à New Bedford, au Massachusetts, aux États-Unis, alors que naît le jeune Léo Major, premier fils de la famille d'Achille Major, son père, et d'Amanda Sévigny, sa mère. Ils sont aux États-Unis et Léo naît aux États-Unis car son père doit travailler pour la compagnie de chemin de fer du Canadien national. Donc, ça l'oblige à quitter le Canada durant un certain temps pour construire les voies ferrées. Il est de retour la même année à Montréal où généralement se trouve sa famille. Et il va grandir à Montréal avec ses 12 frères et sœurs. Durant la jeunesse de Léo, son père doit constamment s'absenter pour aller travailler pour la compagnie de chemin de fer. Alors qu'il revient à la maison, c'est pour battre Léo qui a fomenté de mauvais coups durant son absence. Il a donc une mauvaise relation avec son paternel. D'ailleurs, celui-ci le bat régulièrement et le rabaisse lorsqu'il le peut, le traite de paresseux, de mauviette, de bon à rien, qui ne sera jamais capable de rien accomplir dans un monde aussi compétitif. Très tôt, à l'âge de 14 ans, Léo va donc quitter la maison familiale pour se trouver de l'emploi dans un contexte de crise économique qui sévit depuis 1929. Il va réussir à se trouver de l'emploi tout d'abord en campagne, en travaillant dans les fermes. Puis par la suite, il va se trouver de l'emploi en construction. Ses contremaîtres l'apprécient beaucoup. Il travaille dur comme les ouvriers de l'époque, c'est-à-dire 10 heures par jour, environ 6 jours par semaine tout au long de l'année. Des conditions difficiles qui sont très représentatives de l'époque. On peut dire aussi que Léo se fait apprécier pour son courage. Il est d'ailleurs toujours volontaire pour aller poser les bâtons de dynamite, pour aller briser les roches sur les chantiers de construction. Dans ses temps libres, Léo apprécie beaucoup la boxe. Il la pratique d'ailleurs avec quelques amis. Il développe un goût prononcé pour la boisson dans les tavernes, la bagarre et les belles filles. Il se fait d'ailleurs bannir de plusieurs tavernes à l'époque. C'est durant cette période de sa vie que débute la Deuxième Guerre mondiale en Europe, suite aux invasions allemandes en Autriche, dans les territoires des Sudètes, en Tchécoslovaquie, puis en Pologne. Le Royaume-Uni ne peut rester inactif et déclare la guerre à l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939. Le Canada, ancienne colonie britannique, respecte son alliance avec le Royaume-Uni et déclare la guerre à l'Allemagne 6 jours plus tard. On recherche alors des volontaires dans tout le pays et Léo Major répond à l'appel en s'enrôlant sous les drapeaux en juillet 1940. C'est d'ailleurs une façon pour lui de gagner plus d'argent durant le contexte de la crise économique. Il est affecté dans un premier temps dans le Royal 22e Régiment, mais lorsqu'il apprend 2 jours plus tard que le prochain régiment à être envoyé en Europe est le régiment de la Chaudière, il demande son transfert et l'obtient. Il va donc pouvoir partir plus rapidement vers l'Europe. Il va avoir sa formation à Valcartier, première formation dans les forces armées canadiennes. Valcartier, c'est situé près de la ville de Québec. Le régiment de la Chaudière est divisé en 2 bataillons campés à Lévis, puis à Beauceville, près de la rivière Chaudière.
Le 22 septembre, le régiment de la Chaudière quitte Valcartier pour se diriger dans la base de Sussex, au Nouveau-Brunswick, où ils continueront leur entraînement jusqu'au mois de juillet 1941. À partir de juillet 1941, le régiment de la Chaudière embarque sur un navire direction le nord de l'Écosse, à Aldershot, où ils vont continuer leur entraînement avant d'aller se battre sur le continent européen. Léo-Major va continuer son entraînement durant 3 ans et demi. Ils vont se spécialiser dans plusieurs domaines. Léo-Major va se spécialiser comme tireur d'élite, mais aussi comme commando et aussi pour faire des reconnaissances furtives sur le terrain. Ils vont comme ça s'entraîner du matin au soir 6 jours par semaine durant ces 3 années et demie. Durant cette longue attente, Léo va continuer de pratiquer la boxe comme passe-temps. Il va aussi se lier d'amitié avec un certain Willie Arsenault, qui sera important plus tard dans notre histoire. C'est seulement en juin 1944 que Léo-Major va connaître son baptême du feu alors qu'il participe à l'historique débarquement de Normandie. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquent en Normandie. Léo-Major débarque des barges de transport avec son régiment de la Chaudière à Juno Beach, sur les plages, alors que les troupes canadiennes anglaises du Queen's Own Rifles of Canada sont clouées au sol face aux tirs d'une mitrailleuse allemande. Léo-Major fonce alors avec 5 autres soldats de son régiment pour aller abîmer le mur du bunker qui abrite la mitrailleuse allemande. Ils vont réussir à fissurer le mur et c'est le bulldozer du régiment qui va venir terminer le travail. Les soldats vont donc prendre en otage les 12 soldats allemands qui s'y trouvaient. Alors qu'un soldat canadien-anglais qui passait par là voulait tuer un des prisonniers allemands, Léo-Major l'en interdit, en lui disant que c'était un prisonnier de guerre, et si jamais il voulait tuer les Allemands, il n'avait qu'à s'en trouver lui-même. Ça montre un peu la force du caractère de Léo-Major et aussi son sens de l'honneur. Durant la même journée que ce baptême du feu, Léo-Major se fait donner, de par sa formation, la mission d'aller explorer les environs avec un autre soldat canadien. Les 2 Canadiens se promenaient donc sur les routes et sentiers de la campagne française, alors qu'ils entendirent au loin un véhicule motorisé s'approcher. Les 2 Canadiens se dépêchent alors de se cacher de chaque côté de la route dans les herbes hautes et les buissons. Un semi-chenillé allemand modèle Hanomag SDK FZ 251 avec un canon anti-char de 75 mm passe devant eux sans les remarques. C'est à ce moment que Léo-Major tire le chauffeur du véhicule allemand, le blessant à l'épaule afin de l'éviter de le tuer pour qu'il puisse conduire plus tard le véhicule. L'autre soldat canadien tire à son tour et tue sur le coup le soldat allemand qui était sur la mitrailleuse du véhicule. Le 3e allemand, lui, se rend rapidement dû à la panique causée par cette attaque si rapide et bien organisée. Ils vont obliger le conducteur du véhicule à les ramener à la base canadienne. Sur le chemin du retour, ils croisent un bataillon anglo-canadien qu'ils interpellent en hurlant et en gesticulant pour ne pas subir leur attaque. L'un des soldats de cette section porte un transmetteur sans fil et contacte leur bataillon pour ne pas que les soldats canadiens ne les prennent pour des Allemands. À son arrivée auprès de son régiment avec le semi-chenillé, Léo-Major se fait féliciter, lui et son camarade oublié par l'histoire, par son régiment, puis applaudit pour son exploit accompli. Encore plus important que la saisie du véhicule lui-même, les soldats canadiens y trouvent à l'intérieur les livres de code qui permettront à l'armée canadienne de décrypter les communications allemandes pour connaître leur déplacement, ce qui va bien sûr sauver la vie de centaines de soldats. C'est le maréchal de campagne britannique Bernard Montgomery, aussi surnommé Monty, qui était responsable de l'opération du débarquement de Normandie et des forces terrestres. C'est un général d'expérience qui a débuté durant la Deuxième Guerre mondiale dans les campagnes au nord de l'Afrique, qui a aussi participé aux campagnes d'Italie. Il va organiser la prochaine opération, qu'il intitule Market Garden, qui cherche à libérer la Hollande afin de progresser rapidement vers le nord de l'Europe jusqu'en Allemagne. Cette opération sera désastreuse et Léo-Major va malheureusement y participer.
Le 24 juin 1944, Léo-Major est une fois de plus sollicité pour aller explorer le territoire avec 4 autres soldats canadiens durant l'importante bataille de la région de Caen. Durant cette exploration, il croise 5 soldats ennemis de la première Panzer-Division, Liebenstandart SS Adolf Hitler. Rapidement, la bataille tue les 5 soldats allemands qui se défendent par des tirs et une grenade au phosphore qu'il lance avant de mourir. Elle explose près de Léo-Major et lui arrache l'œil du visage. Il sera rapidement transporté à l'hôpital militaire où le médecin lui offrira de repartir au Canada. « C'est impossible, monsieur. Je suis tireur d'élite de ma section. Ils ne peuvent fonctionner sans moi. Mon œil droit est parfait et c'est l'œil que j'utilise pour le tir de précision. » Le médecin le renvoya donc à son unité, après lui avoir fait un bandage. Léo-Major disait que cela lui donnait l'air d'un pirate. Il va continuer ses combats en Normandie comme tireur d'élite et comme éclaireur. Il va d'ailleurs réussir à tuer un groupe de soldats SS qui ont essayé de tendre une embuscade au régiment de la Chaudière. Il va aussi participer à la destruction d'un char Panzer qui se situait près du village de Rhodes. Les exploits de Léo-Major ne faisaient que débuter, car les plus importants faits d'armes restaient encore à venir. C'est durant d'ailleurs la bataille de l'Escaut, au sud des Pays-Bas, que Léo-Major va réussir à faire l'improbable. Il est encore une fois envoyé en exploration du territoire. Il va chercher 50 soldats canadiens qui ont disparu durant la journée, des zombies. Des zombies, c'était le surnom que l'on donnait à des soldats qu'on ne savait pas encore s'ils étaient morts ou vivants et qu'on tentait de retrouver. Durant la nuit du 30 au 31 octobre, alors qu'il est sur les chemins et sentiers, il croise 2 soldats allemands. L'un d'eux essaie de se défendre, mais Léo-Major le tue sur le coup. Il utilise l'autre comme otage pour le reste de son unité allemande qui vont se rendre les uns après les autres. Il accumule ainsi les prisonniers. 3 d'entre eux vont essayer de résister et Léo n'aura d'autre choix que de les tuer. Le commandant de cette unité va obliger les soldats, au fur et à mesure que la nuit progresse, obliger les soldats allemands à se rendre à tour de rôle. Léo-Major va ainsi accumuler 93 soldats à lui seul qu'il essaie de ramener au camp canadien. Au petit matin, alors que la longue ligne de soldats face à lui se dirige vers les Canadiens, un artilleur allemand tire à répétition sur la longue colonne de prisonniers, tuant quelques-uns parmi ceux-ci. Léo-Major va donc faire augmenter la cadence, le pas, pour se diriger plus rapidement vers le camp des Alliés. Durant cette promenade rapide, il croise un char Sherman M4 qui demande de tirer sur la position artilleur allemand. Le véhicule blindé se dirige donc vers les Allemands et neutralise le canon. Léo-Major revient donc au camp avec près d'une centaine de prisonniers à lui seul. L'armée canadienne lui propose la prestigieuse Distinguished Conduct Medal qu'il va refuser, car c'était le grand général britannique Montgomery qui était censé la lui remettre. Et Léo-Major le jugeait comme un incompétent et a refusé donc cette médaille. La guerre se poursuit durant plusieurs mois et le 27 février 1945, près de la ville de Kempten, en Allemagne, Léo-Major est à bord d'un char Grand Carrier avec l'aumônier du régiment, avec plusieurs cadavres de l'équipage d'un char allemand Tiger qu'ils doivent aller enterrer un peu plus loin, alors que le véhicule roule sur une mine. Le conducteur du véhicule et l'aumônier meurent sur le coup avec l'explosion. Léo-Major et les cadavres, tant qu'à eux, sont propulsés à plusieurs mètres dans les airs. Lorsqu'il retombe, Léo-Major se fracture le dos à 3 endroits différents, se fracture aussi 4 côtes, et ses 2 chevilles sont complètement démolies. Il est transporté rapidement à l'hôpital militaire de campagne, et durant son trajet à cause de l'immense douleur, il doit avoir des injections de morphine aux 15 minutes pour atténuer la douleur.
Les médecins veulent une fois de plus le renvoyer au Canada, mais Léo-Major s'obstine et refuse toujours. Le balafré va aussi réussir à s'échapper de l'hôpital jusqu'en Hollande, où il sera accueilli par une famille hollandaise pendant plusieurs jours. Il va revenir à son unité une fois que ses forces seront rétablies au mois de mars 1945. Le 13 avril 1945, le régiment de la Chaudière progresse sur le territoire et repousse les forces nazies jusqu'au village de Zwolle, aux Pays-Bas. Un peu comme la ville de Québec, la ville de Zwolle est fortifiée depuis plusieurs siècles et habitée par environ 50 000 personnes à cette époque. Elle est sous le contrôle des Allemands depuis le 10 juin 1940. À l'arrivée du régiment de Léo-Major, la ville est toujours sous l'emprise de ces Allemands. 50 Canadiens meurent à chaque jour depuis plus d'1 mois dans l'espoir de reprendre cette ville aux Allemands. Léo-Major et son meilleur ami, Willie Arsenault, se portent volontaires pour aller explorer la ville et repérer des positions allemandes à bombarder avec l'artillerie. Vers 23 heures, dans les bois environnant la ville, Willie Arsenault se fait tuer par des Allemands qui l'ont repéré dans la pénombre alors qu'il avait échappé une grenade au sol. Enragé, Léo-Major va venger son frère d'armes en tuant 2 soldats allemands sur le coup. Face à cet enragé, le reste du peloton nazi décide de s'enfuir dans un véhicule direction la ville. Léo-Major décide à cet instant de modifier sa mission. Dorénavant, il devra éliminer toute présence allemande du territoire à lui seul. Pour ce faire, il ramasse 15 grenades qu'il met dans un sac, 2 pistolets mitrailleurs et ramasse près de 20 chargeurs sur les cadavres qui se trouvent près de lui afin de préparer son attaque meurtrière. Alors que la majorité des soldats allemands sont endormis, Léo-Major va pénétrer à l'intérieur de la ville fortifiée de Zwolle en mitraillant un peu partout dans les rues et en lançant des grenades dans les maisons abandonnées afin de faire croire à une attaque massive des forces armées canadiennes. C'est durant cette excursion nocturne que Léo-Major fait la rencontre d'un officier allemand qui parle le français à l'intérieur d'un des bâtiments. Il l'oblige, avec son arme pointée à la tempe, de collaborer. Ils vont rentrer à l'intérieur d'un véhicule motorisé, faire le tour de la ville en demandant à l'officier de crier en allemand l'ordre d'abandonner le village. Pendant ce temps, Léo-Major, lui, lance des grenades un peu partout pour faire croire à cette attaque. Les soldats allemands qui se penchent aux fenêtres essaient de repérer et de voir d'où proviennent ces attaques, mais ne voient rien. D'où provient ce fameux surnom de Léo-Major de One-Eye Ghost ou le fantôme borgne. Durant les heures qui suivent, après avoir libéré l'officier allemand qui avait collaboré, Léo-Major se rend jusqu'au quartier général des SS de la Gestapo. À l'intérieur se trouvent 8 officiers SS. Léo-Major attaque le quartier général, mitraille les officiers qui essaient de se défendre en tuant 4. Les 4 autres vont réussir à s'enfuir du bâtiment. Avant de quitter, Léo-Major va mettre feu à l'édifice. Au matin du 14 avril 1945, tous les Allemands ont fui la ville. Léo-Major a réussi à lui seul ce que l'armée canadienne essayait de faire durant plus d'1 mois. Au petit matin, Léo-Major fait la connaissance de la résistance de la ville qui lui présente une enseignante d'anglais avec qui il peut communiquer pour essayer de faire annoncer à la radio la libération de la ville. Alors que les habitants de la ville sortent dans les rues pour fêter l'heureuse nouvelle, Léo-Major, lui, se dirige vers la forêt afin d'aller chercher le cadavre de son meilleur ami, Willie Arsenault, qu'il ramène afin qu'il puisse être enterré avec les honneurs. Pendant ce temps, le régiment de la Chaudière rentre à l'intérieur de la ville qui se fait accueillir par la population qui y fête la victoire. Moins de 2 mois plus tard, l'Allemagne se rend aux Alliés, mettant fin à la guerre en Europe et permettant donc à Léo-Major de retourner au Canada enfin. La guerre était finie pour lui. Pour ses actions,
Léon Major reçoit et accepte sa première Distinguished Conduct Medal, une prestigieuse médaille britannique pour les exploits de bravoure. Quant à lui, Willie Arsenault recevra le Lion de bronze à titre posthume par la reine des Pays-Bas, Julietta, en 1970. De retour au Québec, Léon Major se fait opérer pour ses blessures au dos à l'hôpital des vétérans. Après 3 mois de convalescence, il va réussir à se trouver un travail dans l'armée, puis par la suite comme tuyauteur pour la compagnie pétrolière Shell. La guerre de Corée débute le 25 juin 1950, près de 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle oppose le Nord communiste appuyé par la Chine et le Sud plus capitaliste appuyé par les États-Unis. Durant cette même été, Léon Major reçoit l'offre pour aller travailler en Afrique du Nord. C'est à ce moment qu'il reçoit l'appel du colonel Tachereau qui lui demande de revenir aux forces armées canadiennes afin d'encourager et de motiver les jeunes soldats à s'enrôler. Léon Major finit par accepter en devenant ici le 1000e, chiffre important, 1000e soldat canadien à s'enrôler pour la guerre en Corée. En 1951, Léon Major est donc envoyé en Corée pour combattre. L'armée canadienne doit alors continuer les combats de la 3e division américaine qui essaie de s'emparer depuis le mois de novembre la colline 355. Cette colline est un endroit stratégique car en plus d'être la plus grande montagne des environs, c'est aussi une montagne qui est à moins de 40 km de Séoul, capitale de la Corée du Sud. Il décide de négocier le choix de ces 18 hommes qui vont l'accompagner pour cette opération commando. Il réussit à l'obtenir, ce choix, et il demande en plus une permission de 8 jours pour chaque survivant suite à cette attaque, ainsi qu'une bouteille de rhum pour chacun d'eux, ce qu'il obtient aussi. Léon Major va donc organiser cette opération avec ses 18 soldats canadiens-français qui vont commencer à gravir la montagne au coucher du soleil. L'opération va durer toute la nuit et au matin, la colline appartient dorénavant aux forces armées canadiennes. Aucun homme de Léo ne s'est fait tuer durant cette attaque. Les Canadiens devront dorénavant repousser les contre-attaques de la division 190 et 191 de l'armée populaire de libération qui tenteront par 7 tentatives de reprendre la colline 355 en attaquant par 4 différentes directions. Léon Major inspire et donne du courage à ses 18 compatriotes qui l'accompagnent durant ces 3 longues journées. Il va lui-même, le fantôme borgne, commander l'artillerie et les tirs sont à peine à une dizaine de mètres de sa position pour tuer le maximum d'ennemis possible. Il réussit son exploit après ces 3 journées et descend avec, sur son dos encore endolori, le seul blessé de ses 18 hommes. Léon Major reçoit, pour une deuxième guerre, la Distinguished Conduct Medal, un exploit historique. C'est ce qui conclut votre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'extraordinaire, épique même, histoire et aventure de Léon Major durant ces 2 guerres. C'est un personnage historique qui a été, selon moi, trop longtemps oublié des livres d'histoire, et je tenais absolument à vous le présenter sur votre chaîne, le prof d'histoire. Il a même été décoré seulement après sa mort par la médaille de l'Assemblée nationale au mois de novembre, 11 novembre 2013, malheureusement. Si vous avez apprécié l'épisode, je vous encourage à lâcher un petit pouce bleu et bien sûr en partageant l'épisode le plus possible pour faire connaître la chaîne et bien sûr faire connaître Léon Major. Merci et à la prochaine.